Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse Focus, le magazine dédié à l'offre de produits et services de Boursorama. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Delphine Arnaud, gérante allocataire, et Olivier Quinty, responsable des gestions pilotées tous les deux chez Edmond de Rothschild Asset Management. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent. Alors, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler, bien sûr, gestion pilotée sur le contrat d'assurance vie Boursorama Vie, mais en faisant un point particulier sur le mandat défensif qui a connu, on va le voir, une année hors norme, très spécifique à bien des égards. Alors, on va bien sûr parler des perspectives dans cette vidéo, mais avant tout, j'avais envie de vous entendre peut-être sur deux messages clés que vous avez envie de donner aux clients de ce mandat défensif. Je vais commencer avec vous, Delphine. Rapide retour en arrière quand même. On se retrouve au premier semestre avec des conditions de marché, je vais les refaire, inflation, remontée des taux, guerre en Europe, qui ont à la fois affecté les actifs dits risqués. Jusque-là, on peut comprendre, mais, et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, les actifs réputés sûrs, on va dire, comme notamment les emprunts d'État américains. Comment, finalement, le mandat défensif a dû évoluer pour s'adapter à ces conditions de marché, je disais, hors normes? Effectivement, 2022, ça a été une année hors norme. Ce que j'ai envie de retenir pour 2022, c'est la fin de l'ère des taux négatifs, donc plutôt le positif. Et ce nouvel environnement de marché nous apparaît beaucoup plus favorable pour l'avenir, et nous avons d'ores et déjà repositionné le mandat défensif pour profiter pleinement de ces perspectives de rendement qui sont bien plus attractives qu'en 2021-2022. Bon, alors voilà, il faut retenir le positif de ce qui s'est passé quand même quand on est, Olivier, client de la gestion pilotée sur Boursorama Vie, qu'on a un mandat défensif et qu'à l'issue de ce premier semestre, il n'a pas été si défensif que ça. Dans les faits, il faut bien le dire, la tentation est grande de ne pas rester investi. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Alors, le deuxième message clé qu'on aimerait passer, c'est on a déjà traversé des crises ensemble. Celle-ci est effectivement un peu nouvelle puisqu'on sort de 40 ans de baisse des taux. Et donc ce deuxième message, c'est vraiment de rester investi parce que le mandat défensif, il a été retaillé, il a été repositionné justement pour tirer parti de ce nouvel environnement. Il faut aussi se poser la question, pour ceux qui ne sont pas investis, de l'opportunité d'investissement. Et c'est vrai que c'est une façon de profiter du meilleur des deux mondes, à la fois de ce qu'offrent maintenant les obligations, qui ont maintenant un vrai rendement, et des actions telles qu'on va les utiliser dans le mandat défensif. Donc voilà, c'est le deuxième message clé. Est-ce qu'on peut se dire, quand je vous écoute tous les deux, finalement, qu'il y a eu cette période d'ajustement dont on vient de parler, est-ce que le plus dur est peut-être passé en termes justement de cet ajustement et d'évolution des marchés? Alors en fait, en 2022, ça a commencé très fort. Au tout début de l'année, avec deux événements majeurs. Le premier, c'était le virement de bord brutal des banques centrales, avec une hausse rapide des taux d'intérêt. Pour juguler cette inflation, dont on disait au départ qu'elle était temporaire, mais qu'elle quand même durait plutôt pas mal. Exactement. En fait, pendant la crise du Covid, pour soutenir les entreprises et les ménages, les États ont mis le paquet. Avec la bénédiction et le soutien des banques centrales. Mais du coup, ça a eu un soutien très bon. Le soutien a été efficace, mais le soutien a été très efficace. Exactement. Et au début, les banques centrales, pensant que l'inflation était temporaire, elles ont tardé à réagir. Mais quand l'inflation a commencé à toucher les salaires, avec la fameuse boucle inflation-salaire qui est tant redoutée, là, elles sont intervenues et comme elles étaient en retard, elles ont dû redoubler d'efforts. Et ça, ce virement de bord un peu rapide a complètement déstabilisé la valorisation des actifs. Et le deuxième choc qui est intervenu en tout début 2022, ça a été la guerre en Ukraine, qui a renforcé encore cette problématique inflationniste avec les cours de l'énergie, notamment le gaz en Europe, avec les matières premières aussi, les matières premières, on a vu les céréales, et puis également les chaînes d'approvisionnement qui n'étaient déjà pas très en forme au sortir du Covid et qui là étaient un petit peu encore mises à mal. Et alors même qu'on sortait des confinements, et que les ménages européens et américains n'avaient qu'une hâte, c'était de dépenser les excès d'épargne qu'ils avaient constitués pendant qu'ils étaient cloîtrés chez eux, voilà. Et plus pressés d'ailleurs de consommer que de retourner au travail. Là, la guerre en Ukraine, ça a fait quand même un sacré choc de confiance pour les ménages en Europe et également pour les entreprises, ça a pesé aussi sur les investissements. Bon, donc ce double choc
Est-ce qu'on est au bout? Moi, j'ai entendu quand même un peu que finalement, c'était un retour à la normale quelque part sur le marché obligataire. Alors oui, les conditions sont bien plus favorables désormais. Il faut voir d'où on partait. L'an dernier, à la même époque, l'État français s'endettait à 10 ans à taux négatif. Aujourd'hui, les investisseurs sont rémunérés à hauteur de 2,4% quand l'État, lui, essaye de s'endetter pour des maturités de 10 ans. Donc on trouve cet environnement bien plus favorable, bien plus porteur. Également, les marchés obligataires étaient très volatiles. Là, on arrive au bout de l'inflation. Nos perspectives, c'est que le pic d'inflation a été atteint aux États-Unis et qu'il ne va pas tarder à l'être en Europe. Donc quand vous dites au bout de l'inflation, c'est au bout de la montée de l'inflation, oui, c'est ça? Oui, notre vue, c'est qu'on a passé le pic de l'inflation aux États-Unis et qu'on devrait passer le pic en début 2023 en Europe. Et ça, du coup, ça offre aux banques centrales davantage de marge de manœuvre pour être moins dans la course à la hausse des taux et un peu plus, peut-être, s'il y a une récession un peu forte en 2023, être en soutien aux économies. À l'économie, c'est ce qu'on a cru discerner dans les dernières minutes du comité de politique monétaire de la Fed. Peut-être justement un petit peu plus de souplesse à venir. Quand on est gérant dans ce contexte inédit, quels outils, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune... quand tout baisse en même temps, c'est compliqué quand même. Comment on peut faire pour s'adapter? Quelle solution on trouve? Alors dans un premier temps, et effectivement, déjà il faut se poser déjà la question, est-ce que tout est déjà dans les cours? Est-ce qu'on a fait une bonne partie du chemin? Ça, c'est ce qu'on pense. On a déjà fait une bonne partie de l'ajustement, en tout cas, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action. Si je peux me permettre juste un tout petit rappel, c'est pourquoi les obligations baissent. Enfin, la valeur des obligations baisse quand les taux montent, puisque c'est ce qu'on vient de vivre. C'est vrai que c'est assez contre-intuitif, puisqu'un emprunt d'État a la signature, la garantie de la signature d'un État, donc par définition, c'est sûr. Mais cette règle d'or, mais quand vous avez acheté une obligation qui vous rapporte du 1 et que les taux commencent à remonter, si vous arrivez jusqu'à 4, ce qui est le cas quasiment aux États-Unis maintenant, votre obligation à 1, plus personne en veut. Donc si vous voulez la vendre, il va falloir baisser son prix. Donc en fait, quand les taux montent, la valeur de votre obligation que vous aviez en portefeuille, elle baisse. Et là, pourquoi aussi ça impacte la valeur des actions? Parce qu'on explique quand les taux montent, les actions baissent. C'est important d'expliquer ce mécanisme. Il y a deux facteurs. D'abord, la partie obligataire offre une véritable concurrence à la partie action, qui vous donne un dividende, certes, mais qui est toujours un petit peu inférieur à ce qu'on va avoir maintenant sur les actions. Donc c'est ce qu'on appelle une sorte de prime de risque, en fait. Puisque vous acceptez d'acheter une action parce que vous avez l'espoir d'une revalorisation, d'une plus-value, donc il faut rémunérer ce risque. Et la deuxième chose, c'est que donc quand les taux montent, vous devez donner encore plus de perspectives sur la partie action. Pourquoi je m'embêterais à acheter une action plus risquée alors que finalement une obligation peut m'apporter du rendement à moindre risque, hein. Et la deuxième chose, c'est que les taux rentrent dans la valorisation des actions. Et quand on essaie de calculer la valorisation d'une action à long terme, on va prendre les résultats qu'elles vont faire pendant plusieurs années, et il faut les ramener à aujourd'hui. Et pour ramener tout ça à une valeur à aujourd'hui, on utilise le taux d'intérêt, et effectivement, et mécaniquement, quand le taux monte, cette valeur va plutôt baisser. Donc là aussi, on a un impact quasiment mécanique quand les taux montent, d'influence sur les actions. Notamment sur les valeurs de croissance, Olivier. Voilà. D'où la chute du Nasdaq. D'où la chute du Nasdaq et les autres, enfin toutes ces thématiques de valeurs, et même les valeurs de qualité qu'on achetait parce qu'on avait une superbe visibilité sur les résultats pendant des années, ont été impactées, peut-être même plus que les valeurs dites value, c'est-à-dire un peu décotées. Et donc une bonne partie du chemin a été faite parce qu'on a quand même corrigé en 2 ans quasiment 60% de valorisation sur les actions. Donc on a déjà quelque part, en européenne, on a déjà un peu anticipé ce mouvement de hausse de taux qui va ralentir les économies, les refroidir, qui va nous amener vers une récession qui sera peut-être un peu légère aux États-Unis, peut-être un petit peu plus profonde en Europe. Mais en tout cas, on a fait déjà une bonne partie du chemin. Alors, on arrive à la fin de cette année 2022. On l'a vu avec vous, Delphine. On commence à voir des signes un peu rassurants du côté de l'inflation. Peut-être qu'on a franchi le pic aux États-Unis, il serait imminent en Europe. On voit quand même que ça reste assez compliqué comme contexte. Quelles sont vos anticipations pour les prochains mois et notamment comment vous allez positionner les mandats en conséquence? Alors, les mandats ont été repositionnés dès que l'inflation est apparue, c'est-à-dire dès 2021. C'est le premier changement de cap qu'on a opéré parce que les rendements n'étaient pas très attractifs à cette époque-là. Ensuite, on a opéré un autre changement de cap, c'était après la guerre en Ukraine.
où nous avons baissé la voilure sur les actifs risqués. Et après la tempête de juin, nous avons à nouveau changé de cap pour remettre cette fois-ci plus progressivement un peu plus de risques dans les portefeuilles. Et nous continuons à le faire au gré des opportunités. En fait, notre boîte à outils est assez vaste pour ces mandats-là. On a une équipe de recherche qui nous est dédiée et qui nous aide beaucoup pour aller chercher les meilleurs gérants pour ces mandats. Et ces mandats sont assez bien construits pour naviguer en tout temps. En fin 2021, comme je l'ai dit, on est allé chercher des gérants qui sont plutôt flexibles et qui pouvaient positionner les portefeuilles assez rapidement au gré de la volatilité des marchés obligataires. On va continuer de rester positionné sur ces portefeuilles-là, sur ces gérants-là. L'autre chose, c'est que dans toute tempête, il y a toujours des valeurs refuges. Les valeurs refuges de 2022 ne seront pas celles de 2023. En 2022, ce qui a bien fonctionné, c'était d'aller chercher de la dette chinoise. C'était la seule banque centrale qui ne baissait, qui était plutôt encore accommodante, on va dire. Voilà, qui devait soutenir son économie. Et également, autre valeur refuge en 2022, c'était les obligations indexées à l'inflation. Ça a bien fonctionné. En 2023, et ce qu'on a déjà mis en portefeuille actuellement, ce sont plutôt des obligations d'entreprises européennes, américaines, plus ou moins courtes en duration, plus ou moins risquées, dans le but d'aller chercher ces opportunités de rendement, maintenant que les taux ont beaucoup monté. Bon. Vous avez souvent une formule, Olivier, pour résumer la stratégie d'Edmond de Rothschild Asset Management. Qu'est-ce que vous avez sous le coude cette fois ? Alors, compte tenu du contexte, on va garder une forme de neutralité. Cette fois-ci, on va la qualifier d'opportuniste. D'accord. À savoir que on souhaite rester investi évidemment sur les actions, en complément de toutes les stratégies de rendement sur lesquelles on va chercher des obligations. Et sur les actions, on va aller chercher à la fois des thématiques qui peuvent être aussi bien des thématiques d'infrastructure, tout simplement des thématiques qui sont liées à la recherche de dividendes et des sociétés qui donnent des dividendes réguliers et en croissance régulière. Et même en phase de récession, on en trouve. La seule chose, c'est que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'une bonne partie du chemin a été faite. Les valorisations, notamment en Europe, c'est 60% de baisse en 2 ans. Donc les marchés ont déjà aussi un peu anticipé quand même toute cette thématique de récession. Mais il faut quand même rester quand même plus ou moins neutre. On ne peut pas être encore trop agressif parce qu'on sait que le mouvement de hausse des taux n'est pas encore complètement terminé. Les rythmes de hausse de taux vont se ralentir, mais ils ne sont pas terminés, et surtout pas en Europe. Donc on veut pouvoir se laisser des marges de manœuvre aussi, pour pouvoir remonter la voilure à nouveau, mais c'est sans doute encore un petit peu tôt. Il y avait 2 messages clés en introduction, je les ai bien retenus. Est-ce qu'il y en a un en conclusion de cet échange que les clients des mandats défensifs doivent retenir ? Oui, c'est finalement, on parle de rendement, mais combien ? Voilà, donc si on prend la photographie du portefeuille tel qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le rendement des obligations et le dividende qu'on va avoir sur les actions, c'est-à-dire leur rendement, on arrive aujourd'hui à un chiffre, en termes de photographie, encore une fois, qui est un petit peu supérieur à 6%. Alors, ce n'est pas un rendement garanti, il va évidemment évoluer en fonction des conditions de marché, ou même des arbitrages. Ça peut arriver, ou des arbitrages. Ou des arbitrages qu'on va pouvoir être amené à faire. En tout cas, on va garder cette optique de rendement, ce cap. On va garder le cap du rendement dans le mandat défensif. Le temps, c'est notre allié. Voilà. Aujourd'hui, le temps, devient vraiment notre allié. On a changé de régime de croissance, de régime d'inflation, et il fallait vraiment retailler les choses pour l'avenir. Voilà, une neutralité opportuniste qui garde le cap. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications et ce point précis sur le mandat défensif au sein de la gestion pilotée du contrat d'assurance vie Boursorama Vie. Merci. Merci. Merci Laurent. Bourse au Focus, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.